Des greffes racinaires, vous devez vous demander qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis je vais peut-être vous faire un petit peu la petite histoire là, de comment on en est venu à étudier ça. Euh, bon. Fait que l'histoire a commencé quand j'ai fait mon doctorat dans l'Ouest. Il y avait beaucoup de peuplements de peupliers faux-trempe qui étaient moribonds, qui étaient en déclin. Puis, étant donné que c'est une espèce qui se régénère par ses racines, on a pensé que c'était probablement parce que les racines étaient malades, que ces peuplements-là étaient en train de mourir, puis qu'on n'en voyait pas de régénération naturelle. Donc, ce que je vous montre ici, c'est le processus de drageonnement, si on veut. Là. Fait que vous avez ici la racine mère sur laquelle les drageons vont pousser. Donc, on s'était demandé si les peuplements étaient en déclin parce que ces vieilles racines-là qui connectent les arbres étaient en train de mourir ou étaient malades. Puis quand on est allé excaver ces peuplements-là pour vérifier notre hypothèse, c'est tout le contraire qu'on a observé. C'est pas du tout ça qu'on a vu. Donc, ce que vous voyez sur la photo aussi, c'est des arbres. La majorité des arbres sont morts depuis longtemps. Vous voyez qu'ils sont pourris, en train de se détériorer. Il y a un seul arbre sur la photo aussi qui était vivant. Puis, dans le fond, ce qu'on a observé, c'est que même si la majorité des arbres étaient morts, bien, la majorité des racines étaient vivantes, puis n'étaient pas malades, étaient en santé. Là. Vous voyez que c'est des belles racines jaunes flash. Là. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les arbres n'étaient pas indépendants les uns des autres. Même des vieux peuplements de plus de 100 ans, on voyait encore des liens entre les arbres. Donc, les racines mères du début étaient encore là, étaient encore vivantes, continuaient à relier les arbres. La dernière chose qu'on a remarqué aussi, c'est que ces racines-là étaient très grosses. Ça a des conséquences au niveau de la survie des peuplements parce que quand il reste seulement qu'un arbre, par exemple ici, qui fait de la photosynthèse, bien, il y a beaucoup de biomasse vivante souterraine à supporter. Donc, si en plus de ça, on rajoute une petite épidémie d'insectes, une petite sécheresse pendant l'été, bien, ça fait que ces peuplements-là continuent à se détériorer parce qu'il ne reste pas assez d'énergie pour nourrir toute cette biomasse souterraine-là. Par contre, la chose peut-être la plus intéressante qu'on a découverte, c'est le phénomène de greffe racinaire. Vous voyez sur la photo ici des racines qui partent d'un autre arbre en arrière. Puis quand elles s'approchent d'une racine de cet arbre-là ici qui est mort, ben, elles se fusionnent puis elles continuent à rester en vie puis à pousser, à mener leur vie. Il y en a une autre ici qu'on peut voir, là, la racine passe par-dessus, c'est fusionné. Puis cet arbre-là, qui est mort, qu'on voit qui est pourri, ben, ses racines originales, parce qu'il y a des greffes ici, continuent à rester en vie puis à supporter le peuplement. C'est donc là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ça des greffes racinaires? On en observe quand même beaucoup. Puis en fouillant la vieille littérature, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs exemples, mais ils sont rapportés plutôt de façon anecdotique. Donc, on peut voir ici chez le sapin blanc, des souches coupées qui restent en vie puis qui continuent même à former des cernes de croissance. Ça, c'est un indice, même si on ne voit pas vraiment la greffe, c'est un indice qu'il y a un lien avec l'arbre vivant à côté, parce que sinon, l'arbre ou la souche coupée ne pourrait pas continuer à faire des cernes de croissance. Un autre exemple ici chez le Pinus nigra, où on voit que la souche continue à pousser. Et d'autres plusieurs exemples comme ça, anecdotiques, dans la vieille littérature où on note des observations, ici chez le pin sylvestre, où on voit des souches qui sont fusionnées par leurs racines. Ce qui est frustrant, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'études comme telles, parce que les racines, on ne les voit pas, c'est difficile à travailler, c'est pas intéressant à poser des hypothèses et à formuler des projets d'études parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est souvent, quand on va étudier, on va chercher à étudier les racines, on va utiliser des techniques qui ne permettent pas, en fait, de voir les liens entre les arbres parce que ça, ça demande un travail d'envergure avec beaucoup de logistique. Puis, par exemple, si on utilise des pelles mécaniques comme ça, ben, on va choisir des arbres plutôt isolés ou des arbres sur le bord des rivières qui ne permettent pas vraiment de voir la dynamique entre les arbres au niveau des racines. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette vision un peu romantique d'un système racinaire d'un arbre où bon, on pense que l'envergure du système racinaire est à peu près égale à l'envergure de la cible de l'arbre. Mais quand on va fouiller
en réalité, ce n'est pas ça qu'on observe du tout. Ça ne ressemble pas à cette vision schématique de l'arbre. Ce qu'on voit quand on excave complètement les systèmes racinaires de plusieurs arbres, on voit des tas de racines fusionner les unes avec les autres qui relient les arbres les uns avec les autres. Donc, au fil des années, on a développé cette technique-là d'utiliser une pompe à incendie de forêt qu'on peut mettre dans n'importe quel plan d'eau, un petit ruisseau, ici un marécage. C'est portatif, puis ça permet, en arrosant comme ça pendant quelques jours, de délaver le sol autour des arbres et d'exposer entièrement le système racinaire. Donc, on a excavé plusieurs peuplements comme ça, ici le peuplier baumier, ou donc beaucoup d'exemples chez les peupliers hybrides, les peupliers faux-trembles, mais aussi chez des espèces qui ne se régénèrent pas avec leurs racines. Donc, c'est des espèces qui se régénèrent à partir de graines. Ici, vous avez un exemple de pin gris, puis on peut voir que les deux arbres sont complètement fusionnés au niveau des racines. Puis la couleur blanche du bois, là, ça montre que c'est du bois qui était vivant. On a aussi des exemples chez l'épinette noire. Puis la question qui est souvent posée, c'est oui, mais des greffes, étant donné qu'on ne l'a pas vraiment étudié, la question qui m'est tout le temps posée, c'est est-ce que ces greffes-là sont fonctionnelles? Qu'est-ce que ça veut dire une greffe fonctionnelle? Ben, est-ce que ça permet d'échanger des substances d'un arbre à l'autre? Puis moi, je réponds toujours, ben, si un arbre vivant peut maintenir en vie les racines d'un arbre mort. Si vous avez un exemple de deux arbres, deux pins gris, celui à droite que le tronc noirci avait été coupé 5-10 ans auparavant, donc l'arbre n'existe plus, mais vous pouvez voir que grâce à la greffe ici du système racinaire, toutes les racines de l'arbre qui est mort actuellement sont encore vivantes. Donc, ce que je dis, c'est que puisque les greffes permettent le maintien en vie de la biomasse racinaire d'un autre arbre, ben, c'est une preuve flagrante que ces greffes-là sont fonctionnelles. On a aussi fait des expérimentations en serre où on a planté dans des pots différents des arbres reliés par la racine. Puis dans un cas, on a coupé ce lien-là, dans l'autre cas, on l'a laissé en place. Et pendant 2-3 mois, on a fait pousser des arbres en serre, puis un des pots ici à gauche, on n'a jamais arrosé, puis le pot à droite, on a arrosé. Ce qu'on peut voir ici, la colonne bleue, c'est que l'arbre qui est arrosé, qui est connecté à un arbre qui n'est pas arrosé, dans le fond, ça ne fait pas, ça ne cause pas de préjudice d'être connecté à un arbre qui n'est pas arrosé. Donc, continuer à faire de la photosynthèse, des échanges gazeux comme si de rien n'était. Puis de l'autre côté, l'arbre qui n'a jamais été arrosé, mais qui est connecté à un arbre arrosé, peut aussi faire autant de photosynthèse et d'échanges gazeux que l'arbre qui est arrosé. Donc, c'est une évidence qu'il y a un transfert d'eau par ce lien racinaire-là. On a aussi fait des expérimentations in situ, donc en forêt, où on a pu mesurer chez le peuplier baumier et chez l'épinette noire que quand il y a des périodes d'épidémie d'insectes, les arbres qui sont connectés par des greffes racinaires pouvaient mieux passer à travers l'épidémie que les arbres qui étaient non connectés à d'autres arbres. C'est donc tous des indices qui nous portent à croire, si on fait un petit peu d'anthropomorphie, anthropomorphie, c'est ça. Ça nous porte à croire que les arbres collaborent entre eux par leur système racinaire. Donc, pour un arbre, c'est avantageux d'être connecté à son voisin parce qu'il va pouvoir recevoir de l'eau, des sucres ou des hormones ou toutes sortes de substances qui peuvent être partagées comme ça par le système racinaire. C'est donc ça qui a mené à l'idée de faire le projet qui est le sujet de ma conférence aujourd'hui, donc les greffes racinaires chez le sapin baumier, parce que toutes nos différentes études ont montré que normalement, les greffes racinaires se forment, le critère qui explique le mieux la formation de greffes, c'est la distance entre les arbres. Donc, la majorité des greffes se font entre des arbres qui sont près les uns des autres. Ici, dans le tableau, c'était chez le pin gris, où la majorité des greffes étaient formées entre des arbres qui étaient distants de moins de 2 mètres.
Donc, on a décidé d'aller voir chez le sapin baumier parce que c'est une espèce qui pousse très fréquemment dans des peuplements très, très, très denses. Et on sait aussi que c'est une espèce d'arbre qui peut pousser en sous-étage d'autres arbres pendant plusieurs années sans nécessairement avoir d'effet de mortalité ou qui sont capables de supporter des conditions de croissance, de compétition très sévères. Donc, on s'est dit, premièrement, est-ce qu'il y a des greffes chez le sapin baumier? On n'avait pas d'indice dans la littérature. Et deuxièmement, est-ce que c'est parce qu'il y a des greffes chez le sapin baumier que cette espèce-là peut pousser dans des peuplements très denses pendant plusieurs années? C'est donc les travaux de thèse d'Élodie Kerr qui a gradué en décembre dernier à l'UQAM que je vous présente aujourd'hui. Donc, les questions de recherche qu'on avait, c'est quelle est la fréquence des greffes et c'est quoi les facteurs qui favorisent la formation des greffes chez le sapin baumier. Puis deuxièmement, c'est quoi le rôle des greffes racinaires dans la croissance et la compétition intraspécifique. Donc, est-ce que ces greffes-là entre les arbres permettent aux arbres d'être de meilleurs compétiteurs, de supporter mieux la compétition entre arbres? On a choisi aléatoirement 3 sites d'études de sapin baumier en Abitibi, dont le site 3, qui est probablement proche du 49e parallèle. Donc, c'était des peuplements monospécifiques de sapins régénérés naturellement et qui étaient proches d'un point d'eau pour être capable de faire l'excavation hydraulique des racines. Puis on vise toujours à faire environ 50 mètres carrés, là, au moins une douzaine, une quinzaine d'arbres pour être capable d'étudier les relations comme ça entre les arbres. Donc, premièrement, on a mesuré le diamètre au DHP de tous les arbres et la distance entre les arbres. C'est sûr qu'avant de faire l'excavation hydraulique, il faut abattre les arbres. Sinon, quand on enlève tout le sol autour des racines, les arbres n'ont plus de support, donc ils risquent de nous tomber sur la tête. Donc, la première étape, c'est de couper les arbres, récolter les galettes de tronc. Ensuite de ça, le décapage du sol à l'aide de la pompe à incendie de forêt. Donc, pendant 3-4 jours, on est capable de vraiment délaver le sol autour des racines puis d'exposer les systèmes racinaires. Suite à quoi on observe, on collecte une rondelle de chaque racine de chaque arbre. Puis aussi, on va ramener les greffes au laboratoire pour vraiment s'assurer qu'il y a une fusion des tissus de bois des racines des arbres greffées ensemble. Ensuite de ça, on a, avec les rondelles qu'on ramène au laboratoire, on calcule l'âge des arbres, l'âge des racines et l'âge des greffes au moment où les cambiums des deux racines est fusionné. On est capable de déterminer en quelle année la greffe s'est produite et le diamètre des racines. Donc, on a excavé 3 sites en un total de 150 arbres, environ 700 racines qu'on a ramenées au laboratoire. L'âge des peuplements variait de 36 à 74 ans, puis la densité de 4800 à 14 000 tiges par hectare. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Premièrement, on a trouvé qu'il y avait 36 des arbres qui étaient greffés à au moins un autre arbre, donc 1,3 greffes par arbre. Puis l'âge moyen des greffes était de 14 ans. On a aussi tenté de voir à quelle période de l'âge du peuplement les greffes se forment. Puis ce qu'on observe, c'est des différences non significatives entre les classes d'arbres. Donc, les arbres peuvent se greffer à n'importe quel moment ou à n'importe quel âge. Il n'y a pas eu d'effet significatif de l'âge des arbres. Et puis, l'âge des racines, c'est la même chose. Ce qu'on a observé aussi, c'est que c'est surtout les plus petites racines qui se greffent, probablement que donc de 2 à 4 cm de diamètre. Probablement que les grosses racines, plus la racine vieillit, plus l'écorce épaissit, donc probablement trop épaisse là, pour être capable de se rompre et de fusionner les tissus. Là. Donc, surtout les 63%
des racines greffées se sont greffées là, dans un diamètre de 2 à 4 cm. Ensuite de ça, on a essayé de tester les différents facteurs qui favorisent la formation des greffes. Donc, l'âge de l'arbre n'était pas significatif, le diamètre de l'arbre n'était pas significatif. Ce qui a influencé le nombre de greffes par arbre, c'est le nombre de racines par arbre. Donc, plus l'arbre avait des racines, plus il y avait des chances de se greffer. Et plus les arbres étaient proches les uns des autres, plus il y avait de chances d'être greffés. C'est un peu ce qu'on trouve aussi, ce qu'on a trouvé avec d'autres espèces. Donc, la distance entre les arbres, c'est encore le facteur, le principal facteur le principal prédicteur du nombre de greffes par arbre. En moyenne, les arbres greffés étaient distancés de 50 cm et un maximum de 1,80 mètres qu'on a trouvé de distance entre les arbres. Donc, c'est un peu la même chose qu'on avait trouvé chez le pin gris. Et 80% des arbres étaient greffés à leurs plus proches voisins. Donc, oui, il y a des greffes chez le sapin baumier. Un petit peu plus que le tiers des arbres sont greffés au moins à un autre arbre. Donc, est-ce que ce sont ces greffes-là qui permettent aux arbres d'être, ou est-ce que ces greffes-là permettent aux arbres d'être de meilleurs compétiteurs, de mieux tolérer la compétition intraspécifique dans ces peuplements très denses-là de sapins? Donc, on a voulu déterminer si la formation de greffes améliorait la croissance des sapins et si les greffes atténuent les effets négatifs de la compétition intraspécifique sur la croissance des sapins baumiers. Donc, on a fait avec les galettes qu'on a récoltées à la partie 1, on a mesuré la largeur des centres de croissance, on a fait une interdatation visuelle, ce qui nous a permis d'avoir 110 séries chronologiques, dont 39 étaient des séries d'arbres greffés et le reste d'arbres non greffés. On a aussi calculé des indices de compétition entre les arbres, un indice dépendant de la distance, l'indice de Higgy, qui tient en compte le diamètre de tous les arbres voisins d'un arbre dans un rayon précis de distance, et l'indice de Ball, qui est un indice indépendant de la distance. Pour voir si une augmentation de la compétition a un effet moins fort sur la croissance des arbres qui sont greffés ou qui sont non greffés. Donc, ce qu'on a trouvé, encore une fois, c'est un peu ce qu'on avait trouvé aussi chez le peuplier hybride et chez le pin gris, c'est que les arbres, avant la formation de la greffe, les arbres qui vont plus tard se greffer, c'est souvent les plus gros arbres du peuplement. Donc, les futurs arbres qui vont se greffer dans le futur avaient un accroissement à surface terrière 2 fois plus élevé que celui des arbres non greffés. C'est un peu ça qui nous fait penser que la greffe est bénéfique, mais ça, c'est que les greffes sont bénéfiques à la croissance des arbres. Mais ça, c'est vraiment avant que les arbres se greffaient, ils étaient déjà plus gros. Donc, sur les séries de croissance des mêmes arbres, on a mesuré la croissance avant la greffe puis après la greffe. Puis en fait, ce qu'on a mesuré, c'est qu'avant la formation de la greffe, les arbres avaient une meilleure croissance qu'après la formation de la greffe. Donc, c'est un peu à l'encontre de ce que je viens de dire. C'est que la greffe racinaire a un effet négatif sur la croissance de l'arbre. Ici, le résultat vraiment le plus intéressant de ce que je viens vous parler, c'est qu'on a pu mesurer que plus l'indice de compétition augmente, donc plus la compétition est forte entre les arbres. En haut, ici, la ligne pointillée, c'est l'accroissement des arbres greffés. Et en bas, ici, c'est l'accroissement des arbres non greffés, oui. Donc, plus l'indice de compétition augmente, plus la croissance des arbres greffés diminue. Donc, la diminution de la croissance due à la compétition était plus forte chez les arbres greffés que chez les arbres non greffés. Donc, ça va à l'encontre de notre hypothèse de départ, donc que la formation de greffe ne limite pas l'effet négatif de la compétition sur la croissance des sapins. Donc, en conclusion, pour la fréquence des greffes racinaires, on a trouvé un peu plus du tiers des arbres qui étaient greffés. Donc, c'est un phénomène fréquent. Ça ressemble aussi à une fréquence similaire à ce qu'on a trouvé chez les autres espèces qu'on a étudiées.
Et cette formation de greffe-là est favorisée par la proximité entre les arbres. On n'a pas vu d'effet de l'âge des arbres et de la taille des arbres sur la formation des greffes. Donc, n'importe quel arbre peut se greffer et la formation de greffe apparaît dans la vie des peuplements à n'importe quel âge et sur plusieurs dizaines d'années. Finalement, les facteurs qui favorisaient la formation de greffe, c'était le nombre de racines par arbre et la proximité des arbres. Donc, rien de nouveau avec ce qu'on avait vu chez les autres espèces. Au niveau de la compétition, on remarque que la croissance des arbres était meilleure avant la formation des greffes qu'après. Et puis qu'il y avait une réduction plus prononcée de la croissance induite par la compétition intraspécifique pour les arbres greffés, alors que les arbres, ce qui nous fait dire que les arbres greffés ne sont pas de meilleurs compétiteurs au sein des peuplements. Donc, ces informations-là, ça nous force un peu à repenser la dynamique forestière. Est-ce que vraiment, quand on a une forêt qui est plusieurs arbres sur un tapon de racines interreliés, est-ce que vraiment on peut parler de compétition ou de coopération entre les arbres quand finalement il s'agit d'un même organisme physiologique, si on peut dire, parce que tous les tissus sont fusionnés, donc l'arbre ne peut pas faire la différence entre ça c'est mon tissu ou ça c'est le tien. C'est vraiment un super organisme avec plusieurs têtes, plusieurs branches. On peut voir ça plus, par exemple, un arbre qui ne reçoit pas beaucoup de soleil, bien, il va se débarrasser un peu des branches basses, il va faire l'autoclaircie naturelle. Donc, probablement que la mortalité dans ces cas-là, c'est pas vraiment... c'est pas un effet de compétition comme on a tendance à le penser de façon traditionnelle, mais plus comme si le peuplement, qui est un super-organisme, va se débarrasser des parties les plus faibles ou des branches, des embranchements les plus faibles de son tout pour continuer à être productif dans son ensemble. Donc, ça nous force vraiment à repenser au concept traditionnel de sylviculture ou de compétition ou de coopération entre les arbres parce qu'on a finalement un seul organisme physiologique qui est pris à plusieurs endroits puis qui s'influence les uns les autres. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais vous voyez sur la photo que finalement, on ne peut pas parler d'un arbre ici qui va compétitionner avec l'autre arbre-là, c'est le même arbre finalement. Voilà. Ça conclut ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Mme Desrochers, pour cette conférence vraiment intéressante. On va passer à la période de questions, mais avant, moi, je me demandais s'il y a plusieurs espèces chez qui il n'y a pas de greffe racinaire et deuxièmement, s'il y a des greffes racinaires qui arrivent de façon interspécifique, si ça peut faire une symbiose ou un avantage pour deux espèces différentes. Bien, pour ce qui est des greffes interspécifiques, la vieille littérature dit qu'ils sont possibles, qu'il y aurait encore une fois, des relevés anecdotiques de gens qui en auraient observé. Nous, on a fait un projet spécifiquement, on a fait 2 projets en fait. On a fait un projet dans des plantations de pin gris et de pin rouge mélangés où on a récolté des greffes interspécifiques, mais encore là, c'est dans le même genre ou d'arbres. Ces galettes-là sont encore entreposées dans mes armoires. On n'a pas eu le temps de les étudier en détail. Puis on a fait un projet aussi, parce qu'en Abitibi, il y a beaucoup de forêts mélangées d'épinettes noires et de pin gris, où là, on a fait un projet spécifiquement pour étudier les greffes interspécifiques, parce qu'on pensait en avoir observé par hasard. Parce que souvent, on a une souche puis des racines qui passent au travers, puis on dirait qu'ils sont fusionnés, mais quand on les ramène au laboratoire, les 2 parties se détachent, puis on peut voir que finalement, le bois n'est pas fusionné. On a excavé une centaine d'arbres comme ça dans des peuplements mixtes, puis on n'en a jamais trouvé de vraies greffes entre 2 espèces différentes. C'est un peu décevant.
Mais comme j'ai dit aussi, c'est est-ce qu'il y a des espèces qui ne font pas de greffe? C'est dur à dire parce qu'à chaque fois qu'on a excavé une forêt, on a trouvé des greffes racinaires. Fait que je me dis que c'est probablement on ne trouve pas de greffe chez les espèces parce qu'ils n'ont pas été étudiés vraiment. C'est un peu ouais, je ne peux pas dire. OK, ben, merci beaucoup. Je pense que Debbie avait une question. Oui, mais c'était... Oh, je peux le faire. Merci, Annie. C'était à peu près la même question. J'ai eu la question d'interspécificité, mais aussi, je veux savoir, premièrement, pour la méthode d'échantillonnage avec l'eau et tout ça, c'était toujours destructif ou avez-vous remarqué, est-ce qu'il y avait des arbres qui restaient dans le peuplement? Est-ce que vous avez mis de terre à Non, remédier? Ouais. c'est toujours destructif. Puis des fois, on est retourné voir qu'est-ce qui se passait. Puis souvent, les racines qu'on excave comme ça, ce qui se passe quand on enlève la terre, puis là, il y a le soleil, puis ça, les racines éclatent, l'écorce se brise, puis ils fondent complètement. Fait que non, c'est vraiment destructif, puis on ne prend pas de chance non plus. On coupe les arbres avant de les excaver pour pas qu'ils tombent, là. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est... on a fait, chez le sapin aussi, Elodie a fait des tests pour savoir est-ce qu'il y a des signaux chimiques entre les arbres qui forment les greffes. Parce que vous avez vu les photos, il y a plusieurs dizaines de racines qui s'entrecroisent, mais dans le tapon de racines, il va y en avoir une qui va être fusionnée, puis le reste, ils ne seront pas. Donc, on pense qu'il y a probablement des signaux hormonaux ou de substances secondaires qui sont soit dans les exudats racinaires ou soit dans la structure même du bois. Puis dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que souvent, c'est laisser des racines en surface. On peut enlever un petit peu, on enlève l'humus avec nos mains. On est capable de faire des manipulations puis de refermer. Mais dans ce cas-là, on n'est pas sûr si l'arbre n'est pas relié à plusieurs autres arbres. Fait que c'est vraiment une façon qu'on a trouvée pour vraiment être capable de mettre en lumière ce qui se passe entre plusieurs arbres d'un même peuplement. Puis quand tu fais l'excavation à main et tout ça, avez-vous remarqué le microryse et tout ça pour la communication? Ou est-ce que... Non, pas dans ce cas-là, parce que la pression est forte, hein, ça arrache même les petites racines d'un 1-2 mm. Ces petites racines-là sont arrachées, puis souvent l'écorce va arracher aussi. Fait qu'on ne peut pas observer comment les mycorhizes ou les champignons. OK. Avez-vous étudié la correspondance avec mycorhizes ou... Là, on a un projet en cours là, avec les mycorhizes pour voir ça, là, mais jusqu'à maintenant, non. Non. Et est-ce qu'il y a des pathogènes qui sont transportés par des racines ou... Oui. C'est un peu ça. Ce qu'on avait pour le sapin, on avait une vieille publication qui avait montré qu'il y avait la maladie du rond là, chez le sapin qui se transmettait par le système racinaire. Donc, c'est des indices souvent qui nous font penser que les espèces forment des greffes racinaires parce que les maladies se transmettent sous terre. Ça fait que souvent, ce qu'ils vont faire, les gens, c'est qu'ils vont traiter les souches pour pas que ces maladies-là se promènent d'un arbre à l'autre. Merci, Annie.